130 Oui. milliards, voilà un budget qui pourrait faire rêver bon nombre de démocraties. Malheureusement, c'est celui de la défense. Il s'agit de la Russie Oui. et du secret du réarmement de Vladimir Poutine. Et je crois savoir qu'il s'occupe personnellement de l'industrie de guerre chez lui. Chez lui, ça marche en fait. Alors effectivement, c'est un budget qui est en hausse de 30% pour 2025. C'est près d'un tiers des dépenses fédérales totales. Vladimir Poutine, et qui met les moyens, il n'a pas caché qu'il irait jusqu'au bout et que tous les objectifs seraient atteints. Souvenez-vous, c'est ce qu'il avait dit le jour du 2e anniversaire de l'annexion des 4 provinces ukrainiennes en septembre. En 2025, les dépenses de la défense vont donc atteindre les 130 milliards d'euros. Déjà en 2024, si on regarde cette courbe, le budget militaire avait augmenté de 70%. Il représentait, avec les investissements de sécurité, 8,7% du PIB selon le président russe, et c'était une première dans l'histoire moderne de la Russie. Depuis le début de la guerre, la Russie, on le sait et on le dit depuis longtemps maintenant, a orienté toute son économie sur l'effort de guerre. Le complexe militaro-industriel s'est développé à toute vitesse. Les usines tournent 24 heures sur 24 et on apprend d'ailleurs que les travailleurs étrangers, des femmes, ont pris la place des hommes qui sont partis sur le front récemment. Associated Press d'ailleurs a révélé que des femmes africaines et asiatiques avaient été recrutées et incitées à assembler des drones pour la guerre en Ukraine, et ça se passe au Tatarstan. Pour vous donner une idée également, ce budget est même deux fois... Et des hommes africains envoyés au front également. En tout cas, là, dans les usines, effectivement, on incite fortement certains travailleurs étrangers à venir. Donc ce budget est même 2,5 fois plus important que les investissements de politique sociale. Et en Russie, on sait que ceux-ci sont très forts. La sécurité intérieure a également été renforcée avec la défense. Elle représente 40% du budget. Autre chiffre des montants impliqués dans cette guerre avec les paiements aux soldats. Les traites versées aux actifs, aux blessés, aux familles des personnes tuées ont totalisé 1,5% du PIB entre juillet 2023 et juin 2024. C'est donc énorme, et tous ces chiffres prouvent que la guerre est devenue une part importante du marché du travail russe et des revenus globaux des citoyens. Ces chiffres, c'est ce que l'on sait évidemment, Christophe, parce qu'il y a aussi les caisses noires et les investissements classés secrets. Oui, et je suppose que ça doit concerner un volume important. Mais vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs, Sylvia, l'économie de la mort, c'est ce que l'on a dit pour l'économie russe aujourd'hui. Anastasia, on va avoir besoin de vous, et Jean-François Bouthors. Ces chiffres parlent, Jean-François Bouthors. Est-ce qu'on pourrait tordre le cou également à des choses qu'on a beaucoup entendu au début de cette guerre, peut-être trop, et peut-être que ça a perturbé le jugement ou la vision de certains alliés, pourquoi pas de l'Ukraine, en disant que au bout de 6 mois, la Russie s'effondrerait, Poutine s'effondrera, et on n'aura plus qu'à ramasser les pâquerettes sur la place rouge. Or, au bout de 3 ans, ça continue. Poutine est de plus en plus fort, avec de plus en plus d'alliés qui comptent. Plus en plus fort. Il a de plus en plus d'alliés, de plus en plus fort. Faut réfléchir. Alors, simplement, je voudrais compléter les chiffres qui ont été donnés. Parce quand Poutine arrive au pouvoir en 1999, vous n'avez pas idée de ce qu'était le budget de la défense russe. 7,9 milliards, et on est à 130 maintenant. Et en 2021, à l'avant la guerre, on était à moitié moins de ce à quoi on va arriver. Donc c'est vraiment, d'abord, cette augmentation de la dépense militaire, c'est vraiment la volonté de Poutine. C'est très, très, très important à savoir. Je rappelle, 7,9 milliards en 1999. Et on va arriver à 130. C'est quand même très impressionnant. Alors oui, bien sûr, la Russie se réarme, mais là aussi, je vais revenir sur la question du retard des Occidentaux, puisque au fond, le retard des Occidentaux a donné les moyens et le temps, surtout donné le temps à Poutine de monter en régime son industrie de défense, de passer en économie de guerre, et pire que ça, de l'adapter aux nouvelles technologies. Parce que ce que vont produire dans les années qui viennent les usines russes, c'est des choses plus performantes que le matériel soviétique. Des choses qui vont être de niveau équivalent au matériel occidental. Donc ça pose un véritable problème. Et là, on voit que le temps perdu va être très, très difficile à rattraper.
Est-ce que vous diriez, tous sur ce plateau, je vais vous poser la question, qu'on a été dangereusement naïf? Je me souviens là aussi de grandes conversations, de grands débats autour de ces chars T-34, T-64, complètement rouillés au fond des hangars que Poutine enverrait sur les théâtres d'opération. Et puis là, Jean-François, vous nous dites que, eh bien non, peut-être par notre aveuglement, on a laissé Vladimir Poutine se réarmer, mais de façon moderne, de créer des liens, des partenariats. Je vous rappelle que moi, j'ai signé un livre en 2016 qui disait comment Poutine change le monde, où je disais qu'il y avait un risque de guerre mondiale. 2016. Là, on m'a pris un peu pour un rigolo, sauf les gens qui connaissaient vraiment bien la Russie et qui suivaient attentivement ce que faisait Poutine. Mais les diplomates, les responsables politiques ne voulaient rien voir, puisqu'à l'époque, ils voulaient supprimer les sanctions. Alors, quand on parle d'ailleurs des sanctions, quand on dit qu'elles n'ont servi à rien, moi, je voudrais simplement qu'on se pose la question, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu les sanctions? C'est-à-dire si la Russie avait pu être en roue libre, si j'ose dire, pour augmenter ses industries d'armement. Donc, c'est vraiment un problème de grande naïveté. On ne veut pas croire ce qui nous fait du mal. C'est ça, on veut pas voir. C'est comme le malade qui ne veut pas reconnaître qu'il est malade et qui préfère ne pas se soigner. Vous restez avec nous, Jean-François, vous intervenez quand vous voulez. Anastasia, vous connaissez bien ce monde russe. Oui, il y a actuellement... Et notamment celui qui est à la tête du pays. Il y a actuellement, je dirais, de la propagande de la puissance russe. Il faut ajouter quand même quelques chiffres. Ces augmentations que notre collègue vient de nous dire, c'est vrai, mais la Russie est obligée d'augmenter son budget militaire rien que pour continuer ce grignotage, même pas pour avancer à 100 km. Il n'y a pas vraiment de chiffres impressionnants. Il y a des économistes qui les analysent. Par exemple, l'ancien ministre de la Russie, aujourd'hui en opposition, a dit que peut-être en 2025, il y aura un défaut de paiement. Déjà, en Russie, il se passe ce qu'on appelle la shrinkflation. Pour cacher l'inflation, vous allez dans le magasin et vous allez acheter pas de 100 grammes, mais genre 160 grammes de beurre au même prix. Et les retraites ont été, les retraites et aussi d'ailleurs les paiements aux militaires qui combattent ont été indexés, mais ces augmentations ont été rongées par l'inflation. Et, finalement, il y a aussi un énorme problème démographique. Non mais j'entends ce que vous dites. Le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis le début, il y a un truc qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas voulu comprendre. Enfin, je dis nous. Les démocraties, c'est que, oui, mais on est dans une dictature quelque part. Poutine peut tout imposer à son peuple, et on l'a vu avec l'Ukraine. C'est difficile. Si vous êtes une démocratie, il y a des voies démocratiques. Voilà, quand vous êtes une dictature, vous pouvez tout imposer. 24, 7, il n'y a pas de droit du travail. Et vous pouvez emprisonner ceux qui vous disent non. Juste la dernière chose. Poutine ne s'en prive pas. Juste la dernière chose. À la fin de l'Union soviétique, il y avait des catastrophes technogènes qui se sont accumulées. On voit le même phénomène en Russie, d'ailleurs, l'infrastructure. Et il n'y a pas d'investissement. Il y a des investissements juste dans le secteur militaire. Mais c'est ce qui intéresse Poutine. Il s'en fiche du reste. Il y a des canalisations qui explosent. Mais c'est pas grave. Il y a des endroits, on voit des images parfois, où on a l'impression que dans certains coins de la Russie, c'est le Moyen-Âge, mais c'est pas son problème à Poutine. Poutine, il veut continuer à fabriquer des obus et gagner des guerres. Enfin voilà, vous êtes sur un type qui... Les dictatures sont stables jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Ça, on est bien d'accord. C'est pas son problème. Néanmoins, quand il a été question de présenter le budget il y a quelque temps, je sais que ces chiffres, je les ai brassés. Je me souviens très bien que ils ont mis en avant les dépenses sociales. On voit bien que c'est pas ce qui est le plus important dans le budget, mais ils n'ont pas mis en avant le budget de la défense publiquement. Ils ont beaucoup insisté sur ce qu'ils allaient dépenser pour la population, pas beaucoup sur le budget. Donc il y a peut-être aussi quand même une prudence dans la manière dont ils le font savoir publiquement. Ça veut peut-être dire aussi que voilà, ils ont conscience que c'est pas populaire. Alors pour l'instant, il n'y a pas de contestation, mais voilà, il y a quand même. Il peut y avoir, chère Hélène, une contestation en Russie. Non, mais sauf si elle est organisée par le Kremlin. Le fait qu'on mette quand même un peu plus en sourdine les dépenses militaires, ça quand même signifie quelque chose. C'est pas neutre. C'est un signe. Peut-être que nous, moi je me souviens au début sur le terrain, on se souvient des Ukrainiens qui se moquaient un peu des moyens russes, on voyait les vieux chars, on voyait tout ça, ça a évolué et ça montre à quel point la Russie
a réussi à s'adapter et peut-être à quel point Vladimir Poutine est déterminé. Parce que sur le terrain, les Ukrainiens nous le disent, on était les premiers à penser aux drones. D'un seul coup, les Russes ont repris ça, mais eux l'ont développé avec une puissance beaucoup plus grande. C'est pareil pour les moyens de brouillage. Ils ont maintenant d'excellents moyens de brouillage, alors qu'au début, c'était moins le cas. Donc, il y a une capacité d'adaptation. C'est ce que dit. Vous confirmez sur le terrain, pour avoir vu les soldats ukrainiens et russes, que c'est... Voilà, ils ont appris en fait. Ils ont appris au fil du temps. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faiblesse, on le voit. Non mais ils ont appris, en plus ils ont de la chair à canon à envoyer, contrairement aux Ukrainiens. Voilà, absolument. Ils ont vraiment des points forts sur le terrain. Alors ils ne sont pas infaillibles, parce que s'ils l'étaient et si les moyens étaient démesurés, ça pousserait partout sur le front. Or on voit effectivement qu'on reste dans un grignotage, il n'y a pas d'effondrement, et il y a des endroits où ça ne pousse plus autant qu'à d'autres. Donc on voit bien qu'il y a des limites aussi, mais ils ont réussi à faire ce que nous n'avons pas fait, c'est parce qu'on n'a pas le même régime, et bien c'est à pousser les dépenses là où nous on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à trancher en faveur de l'Ukraine, on n'arrive pas à produire autant que l'Ukraine a besoin. Et à mettre dans les usines et sur le front des Nord-Coréens, militaires ou ouvriers, sous un régime qui ressemble plus à de la déportation qu'autre chose. Un mot, Michel, et puis après je voudrais qu'on écoute Olaf Scholz, le point de faiblesse. Peut-être, vous levez les yeux, vous avez raison, le coup de poignard dans le dos de Volodymyr Zelensky à quelques heures, c'était quelques heures avant l'ouverture du sommet de Bruxelles. Non, mais je crois D'abord sur la Russie. Il y a 3 points. Un, c'est vrai que les Occidentaux, on n'a pas été à la hauteur de nos promesses en termes de logistique et de soutien financier vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Russie est en capacité de produire énormément d'armement, de délivrer énormément de ressources humaines et de canaliser le maximum d'argent dans ce conflit. La question, en réalité, elle n'est pas du côté russe. Elle est de notre côté occidental. Elle est de savoir si nous avons la même volonté que les Russes d'aller au bout de ce qu'on a promis à l'Ukraine, c'est-à-dire de rester un pays souverain, démocratique, et qui pourra, à moyen terme, intégrer l'Europe. Et là, on voit bien qu'en Europe, sur nos promesses, nous sommes en train de faillir.